bonjour, vous m'entendez? J'étais en train de dire, mais j'avais laissé le micro coupé, c'est classique. Donc bonjour aux intervenantes et aux intervenants, et bonjour aussi à toutes les personnes qui se sont connectées pour suivre cette table ronde intitulée Femmes et climat. Vous savez que cette table ronde est organisée dans le cadre du Forum syndical international sur les transitions écologiques et sociales. Donc, nous avons pensé qu'il était judicieux d'entendre la voix des femmes, à la fois sur le changement climatique, mais aussi sur leur point de vue sur la transition écologique et sociale. Donc, nous avons aujourd'hui décidé de faire ça en deux parties. On va voir si ça correspond bien à ce type de table ronde. C'est-à-dire que la première partie, les intervenantes vont présenter la situation par rapport à la crise sanitaire, qui est quand même une crise environnementale, donc on est vraiment sur le thème de l'écologie. Donc l'impact de la crise sanitaire sur les femmes dans le monde ou dans leur pays, comme elles le souhaitent évidemment. Ensuite, nous parlerons de la place des femmes dans la transition écologique et la valorisation du travail des femmes. Et puis, la place des femmes dans la lutte pour une transition écologique réelle et équitable et les propositions que nous pouvons faire pour changer la situation. Ensuite, en deuxième partie, dans la deuxième heure, il y aura un échange avec les gens qui sont là, les spectateurs en fait. Un échange, répondre à vos questions. Vous pouvez d'ores et déjà poser des questions dans le chat. Je pense que tout le monde est à peu près, si vous avez des problèmes avec l'outil Zoom, donc en bas vous avez des icônes, vous avez une icône discussion sur laquelle vous pouvez déjà poser vos questions. Et voilà, donc le but aussi de cette table ronde, dans le cadre de ce forum, c'est de débuter un travail collectif que nous espérons faire avec les organisations écologistes et féministes et les syndicats, de faire un travail de long terme pour faire avancer cette thématique des femmes et du climat, une analyse genrée du changement climatique ou de la transition plutôt écologique. Alors, sur les participantes, je vois, nous avons aujourd'hui la chance d'avoir des pointures, on va dire. Je vais donner la parole. Nous avons déjà Süheyla Doğan, qui fait partie de l'Union of Ecology Turquie. Nous avons Beatriu Cardona, intersyndicale Valenciana, Espagne. Alexandre Nouric, qui représente le KTR, syndicat russe. Tolekan Ismailova, qui représente le Kyrgyzstan, l'organisation Birduino. La CGT, par moi-même. Et puis, j'ai cru voir, et j'en suis très heureuse, Anna-Liv Espinosa Miranda, du CTM de Costa Rica. On attend aussi, peut-être que nous aurons Chili King, qui fait partie de la Confédération des syndicales internationales, pour nous donner une vision plus internationale. Alors, si vous en êtes d'accord, par exemple, Süheyla, est-ce que tu es d'accord pour commencer à nous dire, à nous donner un éclairage sur la situation des femmes suite à l'impact de la crise sanitaire, par exemple. C'est bon, Süheyla, on t'écoute. Thank you. I will try to share. Merci beaucoup. Je vais essayer de partager mon écran. Yeah, I have three caps, let's say. J'ai trois casquettes. Le syndicat de l'écologie, que vous voyez là au milieu, et je représente aussi une autre plateforme féminine, ECHIC, les femmes pour l'égalité, et une assemblée de femmes que je représente également. Je vais vous montrer quelques photos prises dans la nature qui me font penser aux femmes, comme celle-là, celle-ci aussi que j'aime beaucoup. ECHIC est une plateforme importante en Turquie. Il y a 320 femmes qui sont membres et des organisations LGTB.
170 autres organisations, outre celles des femmes LGTB, en font partie. Le gouvernement a essayé d'autoriser l'amnistie pour les abus envers des enfants. Nous nous sommes rassemblés contre cette tentative du gouvernement et nous avons réussi à arrêter la chose. Une autre tentative a été menée par le parti au pouvoir. Donc, cette plateforme a agi en faveur des femmes et de cette question. Et notre but, c'est l'égalité pour les femmes. Nous avons des groupes de travail et un comité de coordination. Nous nous réunissons les mercredis à 4 heures de l'après-midi sur Zoom et nous discutons et décidons ce qu'il faut faire. Notre programme actuellement est le retrait de la Turquie de la Convention d'Istanbul. Le président Erdogan a signé une décision en ce sens. Elle sera en vigueur le 1er juillet, il a été signé le 1er avril. Et nous avons déclaré que nous ne voulons pas abandonner la Convention. Nous avons fait des démonstrations en rue, des conférences de presse, des campagnes sociales. Et le 19 juin, samedi, il y aura une autre énorme manifestation à Istanbul. Tenemos un problema con la interpretación. Un problème d'interprétation, Is there semble-t-il, se Прошу pose. прощения, техническая проблема, несколько каналов перевода Is there a problem? наложились друг на друга. If it is not forbidden, we will have a big meeting. Donc, ce samedi, il y aura cette manifestation si elle n'est pas interdite. Союз экологический в 17 La unión ha sido creada en el 2017. Organizations, and we have established Union of Ecology. Créer l'Union pour l'écologie en assemblée de femmes, c'est quelque chose d'assez récent. Nous avons donc comme membres de cette assemblée les femmes et les représentants du LGTB, des individus aussi qui ne sont pas membres d'une organisation. Nous sommes en tant que principe anticapitaliste contre la discrimination en fonction de la race, de la langue, de la religion, du genre et aussi pour les animaux. Nous voulons établir un réseau de femmes actives dans le mouvement écologiste, une connexion entre les femmes et le mouvement LGTB, dans le mouvement écologiste et aussi dans le monde du travail et contribuer à construire une vie plus écologiste. Notre but est de contribuer à l'organisation des femmes dans les zones rurales pour une agriculture écologique et une production écologiste, lutter contre le changement climatique, contre l'écocide et collaborer avec d'autres organisations au niveau national et international. Quant à la situation en Turquie, nous faisons face à la violence domestique, physique, économique, psychologique, des abus sexuels. 40% des femmes en sont l'objet approximativement. 3 femmes au moins sont tuées par leur partenaire et c'est vraiment devenu un fémicide généralisé. Les femmes n'ont pas leur mot à dire dans la prise de décision et nous ne sommes pas représentés dans les milieux politiques, sociaux et culturels. Les salaires sont moindres pour les femmes, il y a une très grande différence à cet égard. La plupart de nos droits ont été gagnés au long d'une longue lutte et en fait, ils sont menacés d'annulation. Il y a la limite pour l'âge du mariage, les paiements des maris divorcés, etc.
Il y a une sorte de démolition écologique et des projets désastres dans tout le pays, comme diverses activités minières, du métal, du charbon, des centrales énergétiques au charbon ou thermiques, centrales nucléaires, toutes sortes d'installations. La plupart des projets de mines de métal sont réalisés par des compagnies multinationales ainsi que les projets énergétiques. Il y a toutes sortes de catastrophes naturelles, des inondations, des tempêtes à cause du changement climatique. Je vous montre maintenant quelques zones minières qui étaient des zones agricoles autrefois et qui sont maintenant transformées en mines. Voici ce qui est en fait un crime écologique. Et puis des inondations un peu partout, des feux de forêt qui ont beaucoup augmenté. Donc, pollution de l'air, des sols, de l'eau, sécheresse partout, la plupart des lacs sont secs, sont à sec. Il y a un manque d'eau généralisé, il est très difficile de trouver de l'eau potable. Et comme dans le monde, on peut parler de la pandémie COVID. Elle a affecté davantage les femmes que les hommes qui s'occupent des enfants, des malades et des personnes âgées. Tout cela, ce sont les femmes qui le font. Elles ont aussi perdu beaucoup de leur emploi, elles sont devenues plus pauvres et le travail domestique augmente leurs charges. Les femmes et les enfants sont beaucoup plus affectés par les désastres écologiques, les démolitions. Elles s'occupent beaucoup plus de l'eau que les hommes en général parce qu'elles font tout le travail domestique avec de l'eau, lavage, le linge, etc. Elles sont aussi plus proches du sol. Elles connaissent l'importance de l'eau et du sol davantage. Elles essayent de protéger leur famille. Voici donc une image de la situation des femmes, leurs diverses charges. Elle fait absolument tout, la femme à la maison, comme vous pouvez le voir. Et nous sommes en fait à la tête du mouvement écologiste en Turquie. Comme en Inde, il y a le mouvement Chipka. En Inde, les femmes essayent de protéger leurs arbres. Les femmes de Palestine le font également. Voilà. Les femmes s'opposent aux mines d'or, font partie de divers groupes en ce sens que vous voyez là, de tous ces mouvements de femmes. Ici, il s'agit d'une lutte contre un projet de mine d'or, d'extraction d'or. Les femmes de tous âges se rassemblent pour cette lutte. Les centrales hydroélectriques sont également un problème pour les femmes. Les femmes s'y opposent à cette énergie hydroélectrique. Scarf women movement was very important. It was called yellow scarf movement. Thermal power plants movement again. Gerze women were contre les centrales thermiques. « 6000 arbres ont été coupés à un endroit qui s'appelle Yirja pour construire une centrale énergétique ou une centrale électrique. » La géothermie est un autre problème en Turquie, dans certaines parts du pays.
Beaucoup de femmes s'y opposent et forment un mouvement anti-centrale géothermique. Voilà une photo qui est très, très connue en Turquie. Bien que l'énergie éolienne est appelée une énergie durable, il y en a beaucoup dans notre pays et cause des écocrimes et les femmes s'y opposent. Elles luttent contre cette énergie dans certaines parties du pays. Voici donc une photo sur une côte de la mer Noire, une lutte contre ce type de carrière de pierre. Les mines de charbon sont un autre problème contre lequel les femmes luttent dans le sud-ouest du pays pour essayer donc d'arrêter ce type de mine. Un autre mouvement très connu, Kiraz. Et donc, pour la COP26, quel est le message? Il faut stopper la pollution de l'air, des sols et de l'eau causée par l'énergie, les mines, l'agriculture industrielle, l'urbanisation, les eaux usées et le plastique usé. Fermer toutes les installations de centrales au charbon et les mines de charbon, arrêter la déforestation, appliquer des politiques d'une transition juste, appliquer des politiques spéciales pour les femmes et les enfants affectés par le changement climatique et s'occuper spécialement du manque d'eau. Et je vous remercie de votre attention. J'espère que je n'ai pas occupé trop de temps. Non, c'était parfait, Sohaila. Merci pour ce rapport très précis sur ce qui se passe en Turquie. Maintenant, je vais donner la parole, si elle le veut bien, à Shidi King pour la Confédération syndicale internationale. Savoir si, parce qu'elle nous a finalement rejoint pour nous donner un peu une vision maintenant plus planétaire en fait de la situation des femmes. Et donc, ok, Shidi, si tu es prête, à toi la parole. Forgot to unmute myself. I don't know how long. Désolée, j'ai oublié de désactiver ou d'activer plutôt mon micro. Ça fait un certain temps que je pratique les réunions Zoom, mais j'ai oublié d'activer mon micro. Merci beaucoup à la CGT d'organiser cette discussion très importante. Alors que nous nous préparons à la COP, la voix des femmes sera très importante et pas seulement pour les raisons qui viennent d'être évoquées dans cette présentation très intéressante. Comme vous le savez, l'urgence climatique, elle est là. Nous devons agir dès maintenant pour circonscrire les dégâts, pour atténuer les dégâts et nous devons être certains de prendre les bonnes mesures pour aller dans le sens de l'adaptation climatique, mais aussi de l'atténuation climatique. Et nous devons trouver des solutions pour assurer une transition tout à fait équitable dans ce passage à l'économie plus verte. Alors, nous savons que de nombreuses discussions qui sont menées ne tiennent pas toujours compte de la voix des femmes et cette réunion préparatoire est très symptomatique du fait que nous, les syndicats, nous allons revendiquer que la voix des femmes soit incluse. Alors, comme l'a fait remarquer l'intervenante précédente, les femmes sont souvent beaucoup plus actives que nous le savons, que nous le disons souvent lorsqu'on parle de changement climatique, de l'urgence climatique, des mesures visant à répondre à cette urgence climatique.
On ne voit pas que les femmes sont à l'avant-plan et pourtant, les femmes ont le savoir voulu, les perspectives qui sont importantes, elles sont présentes et nous savons aussi que, en fait, on ne tient pas nécessairement compte de la composante genre dans le contexte du climat. Or, c'est très important également. Nous savons par exemple que les femmes souvent n'ont pas accès à des informations essentielles dont elles auraient besoin dans le cadre par exemple d'une catastrophe naturelle. Et pourtant, nous avons vu que lorsque des catastrophes naturelles interviennent du fait du changement climatique, et dans le contexte de la pandémie que nous traversons actuellement, nous savons que c'est directement lié également à la manière dont nous traitons notre environnement, notre planète, à la manière dont nous vivons. Mais lorsque vous voyez que se produit une catastrophe naturelle, les impacts, les conséquences sont ressentis par les femmes très souvent, que ce soit les impacts économiques immédiats, on perd son revenu, on perd son emploi, par exemple, et puis ce phénomène s'accompagne d'une agression, d'une agressivité accrue, d'une violence accrue. Nous voyons que lors de catastrophes naturelles ou de situations telles que la pandémie, il y a donc des problèmes de recrudescence de la violence entre hommes et femmes. Alors, il y a des problèmes en ce qui concerne les services de vigilance, les services de police. Déjà, en temps normal, on considère qu'il y a un manque de ressources pour lutter contre la violence familiale, contre le harcèlement sur base du genre dans le cadre des activités professionnelles. Mais tout cela est intensifié en période de catastrophe naturelle. Bien sûr, une catastrophe naturelle s'accompagne de stress et ce stress accru aboutit à une violence supplémentaire entre hommes et femmes. Et nous voyons que cela a des ramifications à tous les niveaux et nous voyons que de manière générale, la manière dont nos sociétés sont établies, sont conçues, a des répercussions. Alors, il va sans dire qu'en cas de catastrophe naturelle, y compris en cas de pandémie, les ressources deviennent vraiment essentielles. Il y a des disparités, il y a des inégalités, en particulier fondées sur le genre. Il y a de nombreuses inégalités également qui touchent les autres groupes marginalisés. Eh bien, en situation de catastrophe naturelle, ces inégalités se font encore plus pressantes. Et je parle de l'accès à des choses très simples. Je pense par exemple à l'accès à une protection sociale qui permettrait en principe d'atténuer les effets d'une catastrophe naturelle. Eh bien, nous voyons que pour les femmes, cet accès est moindre. Alors, l'accès à des services dans l'industrie des soins. Vous savez que c'est assez ironique puisque 70% des acteurs dans l'économie des soins est représenté par des femmes. Eh bien, lorsqu'il y a une catastrophe naturelle, et nous pouvons établir des parallèles avec la pandémie actuelle, eh bien, nous voyons que l'accès des femmes à ces services baisse en réalité. Et cela parle aussi des accès, par exemple, aux services liés à la reproduction sexuelle. Donc, c'est très intéressant parce que cela a un impact. On voit des grossesses non planifiées, on voit une recrudescence de la violence sexuelle et de manière générale, cette violence est dirigée vers les femmes. Enfin, quant à savoir qui a accès à l'information, qui a accès à la prise de décision, tout cela est intimement lié. Et nous voyons, par exemple, en ce qui concerne les équipements de protection individuelle qui ont pour but de protéger les travailleurs qui travaillent dans des situations dangereuses, et c'est souvent le cas en cas de catastrophe naturelle, eh bien, ces équipements de protection individuelle sont le plus souvent réservés aux hommes plutôt qu'aux femmes. Et de plus, les femmes ont apparemment du mal à défendre leurs droits en ce qui concerne, par exemple, les équipements de protection individuelle ou d'autres dispositifs sur le lieu de travail. Et cela est dû
où cela est relié directement à la position que ces femmes occupent dans le monde du travail ou encore dans le monde de la politique. Alors, mon intervention avait pour but aussi de mettre en valeur ce qui se passe dans certains pays, mais il va sans dire que lorsqu'on parle de mesures de transition équitable, il faudrait aussi savoir comment définir des emplois de valeur lorsqu'il s'agit, par exemple, de faire passer des hommes qui travaillent dans l'extraction minière, par exemple, vers des emplois plus valorisants sur le plan de l'environnement. Donc, il y a une certaine centralisation au moment où on parle du verdissement de notre économie. Sur les hommes, on se concentre davantage sur les hommes. Et je reviens à l'économie des soins, où les services sont prodigués par les femmes pour 70%. Alors, ce que je voulais dire, c'est que les catastrophes naturelles ou une pandémie ne font que mettre en avant combien ces soins sont importants et essentiels. Et encore une fois, le secteur des soins doit être pris en considération lorsqu'on considère une transition équitable. Et puis, il existe bien entendu énormément d'inégalités dans d'autres secteurs de l'économie. Mais lorsque les gouvernements sont en train de mettre en place un dossier pour essayer d'atténuer l'impact du changement climatique, il est très important de tenir compte de tout cela. Emmanuel, je pense que j'en resterai là pour l'instant. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Parfait. Merci, Chidi. Merci pour ce point. Je vais donner maintenant la parole à Beatriu Cardona. Beatriu, si tu peux te présenter, toi, ton syndicat, et nous faire un petit point sur ce qui se passe en Espagne et ailleurs. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Emmanuel, et merci à tous ceux qui ont permis l'organisation de ce forum. Nous voyons ici des femmes venues d'un peu partout, de contextes très différents, d'horizons très différents, et cela va permettre de changer certaines choses. Mais ce qui est très important, c'est de savoir quelle est la situation des femmes dans le contexte des changements climatiques et voir comment nous pouvons être mieux organisés. J'appartiens à Intersyndical Valenciana, c'est-à-dire un syndicat dans le pays de la zone de Valence. C'est une région autonome dans l'est de l'Espagne. Mais je voudrais vous parler en particulier de la situation des femmes en période de pandémie, des femmes qui ont connu la crise sanitaire. Et je voudrais vous parler de la situation dans le pays dans son ensemble, donc dans toute l'Espagne. Alors, vous savez qu'on a été touchés à tous les niveaux. Alors, je voudrais, comme l'ont dit d'autres camarades avant moi, vous parler de ces situations particulières, mais je voudrais également toucher d'autres sujets. Vous parlez de l'importance des travailleurs de santé, par exemple, et l'accès aux vaccins. Alors, l'accès aux vaccins, pas seulement pour nous, mais à l'échelle mondiale. Voilà ce dont j'aimerais vous parler en plus de ce qui a déjà été dit. Alors, je voudrais commencer par établir une situation très claire et faire une déclaration. Nous, c'est-à-dire l'humanité, l'humanité ne va surmonter ou survivre à la présente crise ou à toute autre crise future qu'à partir du moment où la crise est abordée sous l'angle écoféministe. Alors, j'entends par là les deux aspects d'une même médaille, c'est-à-dire il faut se protéger soi-même, mais aussi protéger la planète. Alors, les deux aspects de l'écoféminisme signifient que l'on met l'accent sur l'égalité. On met l'accent sur l'égalité qui est une partie intégrante de toute transition sociale. En effet, nous partons du principe que notre société, notre monde n'est pas équitable, n'est pas juste et donc il faut agir. L'autre aspect de la médaille, c'est l'importance de la transition écologique dans tout ce qui concerne le fait de surmonter la pandémie. Et je vous donnerai quelques exemples pour illustrer mon propos un peu plus tard. Alors, comme je l'ai dit de prime abord,
pour nous sauver, il faut sauver la planète, et pour sauver la planète, il faut nous sauver. Et comme je l'ai dit précédemment, seul l'écoféminisme apporte véritablement une réponse à ce besoin mondial, à ce besoin général. Alors, je voudrais vous dire ce qui est arrivé hier. C'était assez surprenant. Alors, tout le monde est au courant du fait que l'Union européenne a lancé un plan de relance qui est doté d'un budget colossal, et ce budget va être réparti entre les différents pays de l'Union européenne pour mettre en œuvre des mesures leur permettant de se remettre de cette pandémie. Alors, si vous vérifiez le site Internet de l'Union européenne, tout cela est de très bon augure. On dirait des mots magiques, on parle d'approche équitable, on parle de résilience, on parle de transition équitable, on parle de modernisation de politique, de lutte contre le changement climatique, de la biodiversité, de la protection de celle-ci, la protection des femmes, etc. Enfin, tout cela apparaît dans ce plan de relance, très beau. Il semblerait que ceux qui nous gouvernent, ceux qui prennent les décisions, se sont rendus compte de l'importance de tout cela pour l'humanité. Ils se sont rendus compte qu'il fallait prendre soin des femmes, des enfants, des hommes et des écosystèmes sur cette planète. Mais je voudrais vous dire quelque chose assez concret ou graphique. La réunion qui vient de se tenir en Espagne entre l'Union européenne et la présidence espagnole s'est tenue dans un lieu assez exotique, car de tous les lieux possibles à choisir en Espagne, ils ont choisi de discuter de relance et de mettre l'accent sur la transition écologique équitable. Eh bien, ils ont décidé de se réunir dans le fief d'une des compagnies électriques les plus importantes en Espagne. Alors, dans le document, si vous consultez le document, tout est vraiment très beau, de couleur verte ou violette, donc soit écolo, soit féministe. Mais lorsqu'il s'agit de réalité, ils se réunissent dans le siège ou au siège d'une compagnie électrique. Alors, c'est vraiment tout à fait stupéfiant en Espagne, car vous devez savoir que le prix de l'électricité en Espagne est au niveau le plus élevé de son histoire. En Espagne, pour l'électricité, nous payons aujourd'hui plus que jamais et le double de ce que nous payions le mois dernier. Et le seul endroit où les présidences de l'Union européenne et espagnole donc ont jugé bon de se réunir, c'est justement dans un lieu où on fait le greenwashing ou le violet washing, donc où on ne fait que une certaine mascarade en termes de verdissage ou de respect donc de l'égalité hommes et femmes. Je dirais que jusqu'à présent, les femmes dans le monde entier se sont révélées être des travailleuses essentielles. Ainsi, avec la pandémie, on s'est rendu compte que la santé était absolument essentielle. Sans un système de santé, sans aucun doute, les taux de mortalité de la COVID auraient augmenté. Et nous voyons qu'il y a un rapport entre le développement économique et les résultats. Et on a vu à quel point nos systèmes de santé étaient faibles. Le capitalisme, donc, dans les pays où il prévaut, est faible en ce qui concerne l'aspect sanitaire. Et puis, en même temps, nous avons vu également le travail réalisé par les femmes au quotidien. Nous savons que cela n'a pas abordé les soins qu'apportent les femmes dans leur foyer au quotidien, mais sans cette aide, sans ces contributions, ça n'aurait pas marché. En Espagne, comme dans beaucoup de pays, les travailleurs de santé sont un secteur féminisé, comme les travailleurs. Alors, on a
89% d'infirmières qui sont des femmes, un grand pourcentage de médecins aussi, et dans le secteur du nettoyage, et le nettoyage est vraiment essentiel, il faut nettoyer les hôpitaux, eh bien 95% des travailleurs dans ce secteur sont des femmes également. Et voilà donc le constat. Et en même temps, cela n'a pas véritablement eu ou mené à une réflexion en ce qui concerne nos conditions de travail. Bien au contraire, au lieu d'être récompensées en tant que travailleuses, nous qui étions à l'avant-plan de la lutte pendant cette pandémie, nous avons été récompensés par de très longues heures de travail. Nous avons été récompensés par l'absence d'une augmentation salariale et nous avons été récompensés ou rétribués par une légère reconnaissance publique qui a très souvent été menacée par des intérêts privés, les intérêts des sociétés privées qui ne considèrent que la santé fait partie donc de leurs attributions et n'est qu'une activité mercantile. Donc, à part tout cela, à part le fait que les femmes, ce sont des femmes qui travaillent essentiellement dans le secteur des soins, donc les soins de santé, l'enseignement, le secteur du nettoyage. Donc, eh bien, nous avons dans nos foyers également des problèmes considérables, car au cours des semaines de confinement intense en Espagne, c'est-à-dire qu'il n'était pas autorisé de quitter son foyer, son logement, et de nombreuses familles ont dû coordonner le travail, le télétravail, donc le travail depuis le domicile, et le travail qui consistait à prendre en charge les enfants qui ne pouvaient se rendre à l'école. Et dans la plupart des cas, et j'attire ici votre attention sur des recherches très intéressantes qui ont été menées notamment par l'Université de Valence. Il est apparu que c'était les femmes qui ont été soumises à la pression qui consistait à combiner le travail, un emploi donc extérieur qui s'est transformé en télétravail, et en plus, ces mêmes femmes devaient s'occuper des enfants. Alors, bien entendu, il y a aussi des hommes qui se sont retrouvés dans une situation analogue, et il y a des hommes qui ont pris en charge, bien entendu, certaines tâches domestiques, y compris la prise en charge des enfants. Mais je dirais que dans notre pays, en dépit des législations très égalitaires dont nous bénéficions, nous savons qu'en réalité, cette égalité à proprement parler n'a pas été mise en place telle que nous le souhaiterions. Et cela a causé beaucoup de stress pour les femmes travailleuses. Elles ont souffert d'anxiété, de burn-out et même dans certains cas, elles ont souffert de dépression très grave. Et j'aimerais également attirer votre attention sur l'importance des femmes qui ont été sujettes à des violences. Alors, nous n'aimons pas parler de violence au foyer, domestique en anglais, donc ça signifierait que ça reste vraiment au sein du foyer. En français, on parle de violence familiale. Mais ce n'est pas véritablement la violence au sein du foyer, c'est la violence dans la société dans son ensemble qui se fonde sur le mode ou le modèle patriarcal. C'est un archétype qui est basé sur un stéréotype et qui voudrait qu'un genre soit prédominant sur un autre. Et donc, une femme qui est battue à la maison, elle ne souffre pas de violence familiale, elle souffre de violence à l'échelon de la société tout entière, à l'échelon du monde. Et nous préférons la dénomination gender-based violence, c'est-à-dire une violence fondée sur le genre. Et je dois dire que pendant les mois de confinement, nous avons été très surpris du fait que le nombre de féminicides a baissé, c'est-à-dire le nombre de meurtres
donc de femmes tuées. Mais à l'issue du confinement, il y a eu une augmentation considérable du nombre de meurtres de la part des maris ou ex-maris, donc des maris ou des ex-maris qui, après la fin du confinement, ont tué leurs femmes, voire leurs enfants, ou ex-femmes. Et ce n'est que la semaine dernière qu'une loi d'urgence a été votée en Espagne. En fait, pardon, la loi d'urgence a été interrompue le 19 mai et dans le mois qui a suivi, nous avions une femme tuée tous les 3 jours. Et donc, nous voyons que nos angoisses que la violence allait connaître une recrudescence après la période de confinement et après la fin de cette loi d'urgence, ces angoisses, ces craintes ont été confirmées. Alors, je voudrais revenir un peu plus tard sur les luttes de nature écologique, mais je voudrais à présent aborder la manière dont la pandémie a changé bon nombre des habitudes ou des comportements que nous avions s'agissant de la prise en charge de la planète. Je parle d'habitudes qu'il a été très difficile de faire passer auprès du citoyen. Je pense par exemple à l'utilisation de matériaux compostables ou biodégradables. Alors, vous devez savoir qu'au cours des 2 dernières années, en Espagne, nous avons assisté à une baisse considérable des plastiques, de l'utilisation des matières plastiques. Et nous avons également assisté à une baisse de matériaux à usage unique. Mais ça, c'était avant la pandémie. Avec l'arrivée de la pandémie, beaucoup de choses ont changé car, bien entendu, nous avons dû utiliser des matériaux pour nous protéger de la planète. Ces matériaux étaient des matériaux à usage unique, très difficilement recyclables et ainsi, petit à petit, nous nous sommes rendus compte que de nombreuses organisations qui avaient obtenu des victoires, eh bien, ces victoires ont été réduites à néant. Alors, je parlerai un peu plus tard des luttes de nature écologique. Je vais en rester là pour l'instant, mais j'aimerais également creuser un peu plus avant la relation concernant l'exploitation des femmes et leur relation à la terre, étant donné le capitalisme prédatif et le mode patriarcal. Mais je vais en rester là pour l'instant. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, Béatrice. En effet, on reviendra un peu plus tard sur, et selon aussi les questions des spectateurs, on pourra développer certains points que tu as déjà abordés. Alors maintenant, je voudrais donner la parole à Alexandre Nourik du KTR, syndicat russe, qui va nous expliquer, là on change complètement d'horizon géographique. Est-ce que tu peux déjà nous définir le KTR, la Confédération russe du KTR, ce qu'elle représente, et nous parler après de la problématique du changement climatique ou de la crise sanitaire auprès des femmes en Russie, s'il te plaît. Merci. Merci beaucoup. Pour résumer les choses, il s'agit de la Confédération du travail en Russie qui réunit divers syndicats du pays. On nous a créés au milieu des années 90, en 95, et pendant 25 ans, nous avons travaillé et notre partie essentielle, ce sont les syndicats qui sont apparus pendant la perestroïka, lors de la désintégration de l'Union soviétique à la fin des années 90. Alors, notre organisation a travaillé avec ces syndicats, les a rassemblés
En fait, il n'y a pas vraiment de syndicats pendant la période de l'Union soviétique. C'est apparu réellement lors de sa désintégration. En effet, celle-ci a déclenché une forte vague d'activisme syndical en Russie. Nous représentons essentiellement les syndicats du transport, du secteur du transport, de l'industrie chimique. Il s'agit surtout de syndicats peuplés par des hommes qui travaillent dans ces secteurs. Et à la moitié des années 90, nous avons vu de nouvelles protestations, manifestations, grèves par les travailleurs qui luttaient pour leurs droits plus activement et ont participé à une série de grèves couronnées de succès, ce qui a été donc très positif pour nos travailleurs. Et donc, cette résurgence de l'activité, de l'activisme syndical s'est vu pendant la période qui a suivi la chute de l'Union soviétique, la désintégration. Il y a donc des syndicats des services publics qui sont devenus plus activistes également. Et donc, nous sommes arrivés à une situation où nous avons une nouvelle situation syndicale dans notre pays. Et ces nouveaux syndicats, car il y en a, qui ont rejoint notre confédération à ce moment-là, ont amené beaucoup de syndicalistes à notre fédération, d'où une forte expansion textile, industrie alimentaire ont été prises en compte également, ainsi que l'industrie des services, du catering. Et ces syndicats étaient composés essentiellement ceux-là de femmes. Donc, notre mouvement a été fort élargi grâce à la présence des femmes. Et dans une certaine mesure, on trouve qu'elles sont extrêmement actives en faveur des droits universels et pour l'amélioration de leur propre situation, la défense de leurs droits. Pendant toutes ces dernières années, Dina Lichekova n'a pas pu malheureusement participer à cette réunion et donc je parle au nom des femmes qui sont membres de la Confédération. Particulièrement les femmes qui sont surtout frappées, qui représentent un secteur très critique, celui des soins de santé et des soins en général. Un secteur très important et nous essayons de suivre la situation face à une série de mesures à prendre comme les accords des paiements pendant la pandémie, les conditions de travail qui étaient pires que d'habitude, mais il n'y a pas eu de progrès significatif et nous continuerons de nous battre pour l'amélioration des conditions de travail de ces femmes. Les enseignantes également qui se trouvent dans une situation difficile et qui doivent donc s'adapter à de nouvelles situations avec de nouvelles mesures. Peu de ces femmes ont le matériel nécessaire, adéquat, doivent revoir leur méthode, leur curriculum. L'idée était en fait de faire tout ce qui était possible pour défendre leurs droits et les nouveaux syndicats qui sont considérés, comme je l'ai dit avant, particulièrement
dans l'industrie des services, la restauration, entre autres. Nous avons là beaucoup d'exemples très importants. Beaucoup de ces restaurants ont dû fermer et on peut vous dire que la situation lorsque les employés dans ce secteur ont été, comment dire, tout simplement licenciés parce que les PME ne recevaient aucun appui financier du gouvernement. Donc, il y a toute une série de situations dont nous devons nous occuper dans nos relations avec le gouvernement. La situation des hôtels, des restaurants était extrêmement difficile pendant le confinement et avec toutes ces fermetures. Et les femmes ont souffert d'une manière tout à fait sans proportion par rapport aux hommes. Ils étaient donc fort représentés dans le secteur aussi. Les travailleurs migrants avaient très peu d'accès aux aides gouvernementales également. Il fallait visiter beaucoup de compagnies pour essayer donc de résoudre le sort de ces personnes. Tous ces secteurs, au début des années 2020 et 2021, ont été le centre de notre travail, de nos activités pendant l'année et demie qui vient de s'écouler. Si vous avez des questions là-dessus, on pourra y répondre un peu plus tard. Mais maintenant, j'aimerais ajouter que notre mouvement syndical a encore beaucoup à faire dans le domaine de l'égalité des genres, des droits des femmes, des droits des migrants. Et nos moyens dans tous ces domaines sont encore fort limités. Mais nous savons qu'il faut encore beaucoup se battre et beaucoup à faire dans ce domaine. Avec nos collègues, nous avons des débats précisément sur ces questions, bien entendu, mais il y a une série de domaines importants où nous avons été très actifs. Je devrais aussi mentionner le fait que beaucoup de syndicats, celui des travailleurs de la santé, par exemple, ou de l'éducation, ont été eux-mêmes fort actifs également. Ils ont organisé une campagne contre le plan du gouvernement visant à empêcher les protestations. Très actifs donc, et finalement, ils ont réussi à obtenir ce droit de protestation. C'est une question politique, bien sûr, il faut continuer à y travailler. Et l'année dernière, la Confédération des syndicats de Russie dans le domaine donc, du travail a établi un rapport sur le développement économique futur de la Russie. C'est en fait le fait d'un processus public. Ceci a été en fait le résultat d'un travail exclusif du gouvernement
et aucune organisation ni syndicat n'a pu participer à l'élaboration de ce rapport. Donc, nous avons lancé un processus alternatif, si vous voulez, et de publier notre propre rapport sur le développement économique futur de la Russie et essayer de pousser à la perspective d'un développement écologique. Excuse me, Alexandre, nous allons devoir juste te couper parce qu'il y a encore pas mal de personnes qui doivent passer et il est déjà 16h30. On reviendra après sur le projet alternatif de la Russie, mais il faudrait que là, on revienne un peu spécifiquement sur la situation des femmes. Donc, je vais... On reviendra dessus. Merci. Donc, maintenant, si quelqu'un est prêt pour faire un peu le point sur son pays, est-ce qu'on avait de la Costa Rica? Est-ce que quelqu'un, Annalive Espinosa, est-ce que tu es prête? Ou bien alors sur le Kyrgyzstan, Toleka, Ismailoviva. Buenos días, buenos días. Okay. Yo Annalive, quiero agregar algo que voy a poner también la cámara. Quiero agregar algo a todo lo que ya han estado hablando los colegas que me precedieron. Y es sobre el tema del teletrabajo. La mujer en esta remote working. Именно коснусь я ha venido dando en Costa Rica es la que ha tenido la carga. Perdón, Annalive, no tenemos traducción en francés, entonces te pediría de esperar un minutico, gracias. Et je demande aux interprètes pour voir quelle est la possibilité. Canal français, s'il vous plaît. Vous m'entendez maintenant? Oui, vous m'entendez? oui. Excusez-moi, bon. le micro Oui. D'accord, s'était très bien. refermé. Adelante, Annalive. Gracias. Allez-y, Annalive. Je disais donc que je voulais ajouter quelque chose à ce qui a été dit avant moi, qui était très intéressant par rapport au travail à distance des femmes. Car ce travail à distance, ce qu'il a fait a été de charger de davantage de travail ces femmes. Parce qu'il y a le travail de chaque jour à la maison, le travail du bureau à la maison également. Donc, ça s'ajoute à nos activités habituelles. Moi, en tant qu'ingénieur, j'ai dû également ajouter le travail domestique à mon travail habituel, étant donné que les personnes qui le faisaient auparavant ne pouvaient pas venir et les enfants ne pouvaient pas assister aux cours à l'école non plus. Donc, nous sommes devenues enseignantes, cuisinières, nettoyeuses de la maison, tout ce qui se fait chaque jour dans les maisons, dans les foyers. Plus de travail donc, et cette charge a été très importante pour la femme pendant cette pandémie. Je voudrais ajouter autre chose de très important également, à savoir le rôle des femmes dans la protection des ressources naturelles. Au Costa Rica, les femmes ont toujours eu un rôle très important dans la production des plantes, particulièrement dans la culture d'orchidées, dans les élevages de papillons, et également dans la reforestation du pays. Donc, la femme a toujours eu un rôle très important dans ce qu'on peut appeler la préservation de l'environnement au Costa Rica. Je voulais donc parler de ces deux situations qui, actuellement, nous représentent une pression accrue par rapport à d'autres situations dans le pays. Les femmes, nous avons
à pâtir de maladies que nous n'avions pas auparavant. Et donc, je crois que c'est une réunion très utile à cet égard. Et nous continuons de vous écouter. Oui, ok, merci beaucoup Annalive Espinosa. Est-ce que quelqu'un d'autre est prêt, notamment Tolekan Ismailova pour le Kyrgyzstan? Si tu veux bien intervenir. Oui, je vois que tu as mis ta caméra, merci beaucoup. Merci. Vas-y, on demande juste savoir. Спасибо всем огромное. Voilà, présenter. Мне выпала честь увидеть вас, обменяться. Oui, merci beaucoup. Chers collègues, c'est un véritable honneur que de vous présenter notre expérience en Asie centrale. Nous sommes loin, en distance, mais je puis vous assurer que nos problèmes sont tout aussi importants. Suite aux différents intervenants, je dirais que nous avons vu des exemples comment la pandémie a mis en lumière les problèmes auxquels les femmes sont confrontées. Cette pandémie a clairement fait percevoir le besoin pour les femmes de travailler ensemble, de s'unir. Et nous avons énormément de risques qui se présentent, que ce soit au Kyrgyzstan ou ailleurs. De manière générale, les problèmes qui se posent vont pouvoir alimenter en quelque sorte une plateforme de documentation où on va trouver tous les efforts à réaliser pour sauver l'écologie. On connaît des documentaires, par exemple, en ce qui concerne la disparition de glaciers, en ce qui concerne l'extraction minière, l'extraction d'or. Je me souviens, ma grand-mère me montrait de belles forêts dans mon pays. Ces forêts ont disparu. Et par exemple, il est très important d'établir le lien entre les activités des multinationales ou des sociétés transnationales et l'impact très négatif. Alors, dans le contexte des mouvements syndicaux, il était très intéressant de voir les photographies qui nous ont été présentées par notre collègue turc. Alors, ce n'était pas seulement un exemple de ce que font les femmes, mais vous savez, le Kyrgyzstan est une ancienne république soviétique, socialiste soviétique, et vous devez savoir qu'il existe encore beaucoup de lieux où sont entreposés des dépôts de déchets nucléaires suite à l'ère soviétique. Et de nombreuses femmes, de nombreux enfants subissent encore les conséquences de ces déchets. Ces personnes sont malades. Nous voyons que des enfants qui naissent dans ces régions, eh bien, ces régions, il y a 92 sites de déchets et une ville, Manoussol, qui est dans le sud du Kyrgyzstan, c'est la première ville en ce qui concerne les dangers de nature nucléaire. Et si quelque chose se produit dans cette ville, donc s'il y a par exemple des fuites, cela va très certainement contaminer l'essentiel des cours d'eau. Et ces cours d'eau apportent l'eau et donc ce sera vraiment très, très grave. Alors, lorsqu'on parle justement du rôle des femmes, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que suite à la pandémie, nous avons été en mesure d'observer un point culminant en ce qui concerne plus particulièrement des problèmes liés à la haine
le discours de haine de nature religieuse aussi. Et nous avons vu que certains hommes qui travaillent dans le Parlement de mon pays ont essayé de limiter le rôle et les droits des syndicats. Et des efforts ont été faits pour essayer de réduire les efforts qui étaient consacrés pour lutter en faveur de certaines initiatives. Vous devez savoir que nous avons pris des mesures pour essayer de limiter ce type d'initiative qui avait pour but de couper en quelque sorte le droit à la parole des syndicats. Alors, nous avons eu la possibilité de faire bouger les choses et d'avoir une influence positive en ce qui concerne le mouvement syndical au Kyrgyzstan. Et c'est grâce à nos alliés. Alors, nous espérons que le débat qui porte sur les droits des femmes et les droits humains, ce débat doit se poursuivre. C'est très, très important en ce qui concerne la protection des droits humains. Malheureusement, ces politiques, ces principes au Kyrgyzstan n'ont même pas été mis en œuvre. Nous souhaiterions avoir un impact sur les décisions sur la gouvernance conformément aux recommandations des Nations Unies. Alors, je vous lance un appel, essayons d'unir nos efforts, essayons de travailler ensemble sur les priorités clés. Je pense en particulier aux priorités clés auxquelles nous sommes tous confrontés. Il est très important de mettre en place des mesures préventives pour protéger les femmes. Trop souvent, les femmes sont exclues. Elles sont exclues en fait de la voie politique. Nous avons vu les violences familiales, violences conjugales qui ont repris. Dans mon pays, des femmes meurent au quotidien. Des femmes meurent parce que dans le secteur des soins, par exemple, elles ne disposent pas d'équipements personnels de protection et elles ont été exposées. Donc, je dirais que de manière générale, l'avenir des mouvements syndicaux et leur participation à la prise de décision ne s'annonce pas très bonne. Prenons en particulier des mesures préventives. C'est très important à court terme, mais aussi à long terme. Il y a tellement de défis qui se présentent. Nous savons que tout démarre au niveau de la famille, des foyers, des collectivités. Donc, retournons aux éléments fondamentaux, c'est-à-dire revenons à la famille, aux collectivités. C'est vraiment essentiel. C'est vraiment là que l'on trouve en quelque sorte l'élément principal de la vie. Voilà, je vais en rester là. Je suis une femme du Kyrgyzstan très fière. Mes ancêtres étaient des nomades et je me souviens, ma grand-mère qui me racontait des contes de fées. Elle me parlait de grands lacs, elle me parlait de la nature. Ma grand-mère me disait, ne va pas nager dans ces lacs, ou tout au moins, avant d'aller dans un lac, lave-toi. Tu ne dois pas contaminer le lac. Tu ne peux pas marcher et trépigner des fleurs. Et je suis tout à fait d'accord avec Béatrice et avec ma grand-mère. Le capitalisme a complètement détruit notre environnement. Et que faire sinon être tolérant, avoir du savoir-faire, de l'expertise, faire participer des experts de manière à ce que les décideurs écouteront les femmes et prendront en compte leur point de vue. Merci beaucoup. Je suis à votre disposition pour toute question. Merci beaucoup. Donc maintenant, avant de faire intervenir le public, savoir s'il y a des questions, je vais vous faire un point, mais plus rapide, parce que finalement, la situation en France ressemble beaucoup. J'en suis assez étonnée à toutes les situations qu'on vient d'entendre. Donc moi, pour la CGT, je vais vous parler de, bien sûr, c'est moins dramatique en ce qui concerne la crise climatique qui, en général, peut s'abattre dans les pays du Sud. Nous, dans les femmes du Nord, nous n'avons pas, jusqu'à cette crise pandémique, finalement,
étaient complètement atteintes par la crise climatique. Mais je retrouve des grandes lignes. Alors, bien évidemment, c'est pour ça que je vais le faire plus court, parce que les similitudes avec ce qui se passe en Espagne et ce qu'a raconté Béatrice me paraissent tout à fait évidentes. En France, nous avons connu donc cette crise pandémique qui s'est traduite par des confinements et par l'arrêt de l'activité économique pour la majorité des emplois, notamment ceux de l'aide à la personne, les emplois de proximité, principalement occupés par des femmes, les aides à domicile, les assistantes maternelles, tout ce qui est personne de l'aide qui concerne l'aide. Ces femmes ont perdu leur emploi, donc sont tombées dans la précarité et le maintien à domicile, et que l'on sait, qu'on connaît et qu'on sait être un frein à l'émancipation et à l'indépendance des femmes. Donc avec bien sûr une précarité plus élevée pour les femmes, les familles monoparentales, on sait que les chefs de famille monoparentales sont à 80% en France des femmes. Donc tout ce pan de la société est tombé dans une précarité assez invisible parce qu'elle a eu surtout recours à la solidarité, solidarité entre femmes, solidarité des associations caritatives. Et donc cette précarité est passée un petit peu à l'as parce que pas visible, pas médiatisée. On a eu après pour les femmes, comme dans beaucoup de pays, ce que j'entends là, bien sûr, le fait qu'elles étaient, pour celles qui continuaient de travailler, ce qu'on a appelé ici en première ligne, c'est-à-dire les hôtesses de caisse dans les supermarchés, les infirmières, les aides-soignantes, et donc qui ont été obligées, elles, d'être confrontées à la maladie sans protection, puisqu'en France, malgré que nous soyons un grand pays industrialisé et une grande puissance du monde, eh bien il n'y avait pas de politique industrielle qui permettait finalement de fournir suffisamment de masques de protection. Et donc, elles ont commencé le travail sans protection et de façon complètement chaotique, avec peu d'équipement, et se sont donc retrouvées confrontées à la maladie. Il faut savoir qu'en France, comme j'entendais par exemple en Espagne, 80% des infirmiers sont en fait des infirmières, puisque ce sont des femmes, des aides-soignants, des aides-soignantes à 91%, les aides à domicile, aides ménagères à 97% sont des femmes, les agents d'entretien à 73% sont des femmes. Et bien sûr, les caissières et les vendeuses aussi, donc 75% de femmes. Et puis, un peu plus sur les enseignantes, sur une autre catégorie professionnelle, ce sont aussi 71% de femmes. Donc, ces femmes-là ont été confrontées à la maladie, d'autres ont perdu leur emploi. Et puis, enfin, il y a eu en France le recours au télétravail dont on parlait tout à l'heure aussi, au Costa Rica, en Espagne. Et ce télétravail qui a permis de maintenir l'activité économique grâce à l'outil numérique, eh bien, paradoxalement, a tout de même renvoyé les femmes dans leur foyer. Et comme de façon parallèlement, il y avait aussi la fermeture des établissements scolaires, elles ont dû avoir ce qu'on appelle une double, voire triple charge de travail et de charge mentale, de à la fois s'occuper des enfants, à la fois faire cours, donner de l'enseignement et travailler pour leur employeur qui ne voulait pas leur permettre de bénéficier de ce que l'on a appelé l'activité partielle, c'est-à-dire que là, en France, un système de protection sociale a quand même été mis en place pour les personnes qui perdaient leur emploi. Or, les femmes en télétravail, donc, étaient considérées comme ne pouvaient pas être en activité partielle, même si on savait très bien, nous, qu'elles ne pourraient pas travailler tout en gardant leurs enfants. Donc, il y a eu beaucoup de stress, beaucoup de fatigue, beaucoup d'anxiété. On a vu aussi, comme dans beaucoup de pays, de ce que j'entends, une augmentation des déclarations des violences conjugales. Donc, en début, le premier confinement, on a eu 2, voire 3 confinements, ou 2,5, je ne sais plus exactement, je vous avoue, une augmentation de 30% des violences conjugales. Et surtout 2020, on parle d'un chiffre de 20% de déclarations des violences conjugales qui ont eu lieu, bien sûr, au foyer, suite au stress dû par le manque d'activité économique et tout ce qu'a pu mettre sur le dos des travailleurs et des travailleuses, ce stress dû à la pandémie. Donc, l'augmentation des violences, ce qu'on peut en déduire, c'est que pour les futures crises, et je reviens là pour le coup aux crises climatiques ou aux crises écologiques, eh bien les femmes, en général, sont les premières, alors là, dans le sens victimes, clairement. Elles sont victimes et en même temps au centre des emplois dont nous aurons besoin à l'avenir. Donc ce paradoxe-là fait que pour nous, à la CGT, on pense qu'il faut à tout prix qu'il y ait déjà une revalorisation des métiers
qu'on appelle les métiers à prédominance féminine. Donc, la CGT a lancé une campagne là-dessus pour que les femmes qui travaillent, infirmières, aides-soignantes ou dans le soin, eh bien, soient déjà reconnues, que la valeur de leur travail soit reconnue et qu'elles soient payées déjà, rémunérées à leur juste. Donc, une revalorisation et une visibilisation des métiers des femmes. On a aussi constaté quelque chose de paradoxal qui pourrait être vraiment un recul pour le coup des droits des femmes et de leurs conditions de travail et de vie. C'est que pendant la crise du Covid, et on espère que si on a une énorme crise climatique un jour, ça n'arrivera pas, on a eu un retour au travail gratuit. Très curieusement, dans une période comme ça de stress et d'incertitude, on a demandé à des femmes de confectionner des masques de protection de façon bénévole, ce qu'elles ont fait assez naturellement, sauf que c'est devenu une industrie vraiment massive, c'est-à-dire que les femmes se sont mises à faire des masques, à travailler 6 ou 7 jours par semaine pour confectionner des masques qui d'ailleurs ont été vendus à prix coûtant. Et lorsque ces femmes ont demandé à être rémunérées pour ce travail, au moins rentrer dans leurs frais, on leur a dit « Ah non, 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 c'est comme un effort de guerre. Vous avez participé oui, le fameux effort de guerre, sauf que l'effort de guerre, ce qu'oublient les nouvelles générations qui n'ont pas vécu ces guerres-là, les femmes qui travaillaient dans les usines pendant la guerre étaient rémunérées. Donc en fait, on a un retour, en fait, une telle dévalorisation de ce que peuvent apporter les femmes dans la société, qu'on considère que le travail gratuit et que ce qu'elles peuvent faire n'a pas de valeur. Donc ça, on se rend compte de ce retour en arrière dans les mentalités qui nous inquiètent beaucoup. Donc nous, ce qu'on veut porter, c'est de lier à tout prix le droit des femmes. Si on veut lier les femmes et le climat et la crise écologique, il faut à tout prix affirmer l'égalité des droits, et parce que ce sera aussi un moteur pour parvenir à combattre en fait le changement climatique et ses conséquences. Je vais m'arrêter là sur la position de ce qui s'est passé en France. Je pense que comme on arrive quand même déjà à 16h53, déjà savoir si vous avez des questions. Et puis, je vous rappelle qu'en fait, ce travail qu'on fait aujourd'hui est un début. C'est-à-dire qu'après, nous allons faire une collaboration entre nous, entre syndicats et organisations, pour plus développer ces thèmes par rapport à l'écologie et les femmes, le climat et les femmes. Tout à l'heure, Béatrice You parlait d'écoféminisme. Mais donc nous en sommes un petit peu au début de tout ça, parce que pour beaucoup de personnes, et dans la société en tout cas en France, le fait de lier femmes et climat, genre et climat, c'est quelque chose qui paraît complètement aberrant. Voilà, donc est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Et auquel cas, eh bien, on va tâcher d'y répondre si l'un ou l'une de nos intervenants veulent bien répondre. Alors, je regarde. Surtout, n'hésitez pas, hein, vous pouvez soit vous pouvez les mettre dans le, je ne sais pas si vous voyez bien le petit chat discussion, certainement. Et si vous voulez prendre la parole, vous pouvez aussi me lever la main et puis parler. De toute façon, on a suffisamment de traducteurs pour pouvoir traduire vos questions. Personne. Donc, j'imagine que… Ah, on a une question. Alors, une question d'Olga. Permission de parler. Ok, donc Olga, tu peux parler. Hola. Voilà. Bueno, yo quisiera como felicitarlos en primera instancia. Je voulais féliciter les organisateurs de cet atelier, de cette conférence. Mais je crois qu'il y a un sujet que nous avons laissé un peu de côté, à savoir l'impact du Covid sur les femmes et sur le climat et le thème du travail à domicile. Je crois que c'est important, mais qu'il faut aussi ajouter qu'il y a une répercussion très importante sur la santé en soi. Ce n'est pas très médiatique comme sujet, la santé en général, et on
devrait savoir qu'il y a eu un fort impact sur la santé parce que beaucoup de personnes n'ont pas pu survivre à leur perte générale, perte de revenus par exemple. Et je crois qu'il y a là donc une espèce d'urgence, à savoir, ce n'est pas seulement les femmes, mais le monde entier doit adopter un changement d'attitude sur ce que doit être la gestion des résidus, des déchets, qu'il faut faire d'une manière responsable. Et actuellement, par exemple, dans notre pays, nous mangeons ce que nous semons. Et donc, pour nous, c'est très important, ce thème du COVID et son impact, et l'impact du changement climatique, étant donné que parfois, il y a des récoltes entières qui sont perdues. Et ce sont les femmes qui sont toujours à la direction des foyers. Et ce sont elles qui doivent voir comment on résout les problèmes de l'alimentation de la famille. C'est en quelque sorte un autre thème, donc je crois qu'il faut traiter. Et moi, en tout cas, j'aimerais savoir comment ce thème sera abordé par la suite, parce que vous allez présenter, ou les syndicats vont présenter, ces diverses questions de l'impact sur l'environnement. Je ne sais ce que sera la participation des syndicats dans ce forum, ce grand forum, et comment nous allons présenter nos abords, et quels sont nos abords précisément. Alors déjà, je peux répondre à ce que vient de dire Olga, c'est que la participation, c'est que nous allons garder les contacts que nous avons aujourd'hui établis. Nous allons pouvoir faire des visios entre nous et nous réunir le plus fréquemment possible selon un calendrier qu'on décidera entre nous pour développer et surtout, je voulais revenir sur ce que tu disais, partager les informations et les données parce qu'on manque énormément d'études genrées. C'est aussi une demande que nous, on adresse aux gouvernants et aux institutions, et notamment pour la COP26 d'ailleurs, c'est-à-dire de développer systématiquement des études genrées sur toutes les conséquences du climat, par exemple. Et tu parlais de la santé, et oui, il manque aussi, il y a depuis très très peu de temps, finalement, nous avons des vraies études sur la santé des femmes. Mais on sait que la santé des femmes est particulièrement impactée par le réchauffement climatique, concernant notamment tout simplement à cause de la malnutrition. Nous savons aussi que les femmes enceintes sont plus vulnérables aux effets du dérèglement climatique. Les études sont encore récentes et peu nombreuses, mais la chaleur aurait un impact sur les accouchements prématurés, dont le taux passerait de 5 à 16% en cas de vague de chaleur. Mais toutes ces données-là, toutes ces études, il faut les développer et il faut que nous, en tant que syndicats, nous soyons à l'initiative déjà de ça, d'avoir des données à partager pour établir des diagnostics et après des luttes. Donc là, pour l'instant, nous n'avons pas vraiment abordé la place des femmes dans la lutte, justement, pour la transition écologique réelle et équitable et les propositions pour changer la situation. Je vais vous donner juste quelques exemples pour qu'on développe un peu. Justement, pendant la crise pandémique, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'impact sur les femmes a été très peu visible puisqu'elles se sont beaucoup tournées sur des combats qui sont collectifs de solidarité auprès d'organisations caritatives qu'elles ont d'ailleurs intégrées elles-mêmes pour aider des femmes précaires. Donc, on voit un réflexe collectif de se soutenir, donc des débuts d'organisation, mais qui ne sont pas à l'intérieur vraiment des syndicats. On a bien sûr des syndicats, on a des femmes dans les syndicats, ce n'est pas le souci, mais nous, en tant que syndicalistes, il faut que nous soyons aux côtés de ces constructions, de ces collectifs de femmes. Alors, par exemple, j'ai un exemple très précis, je vous parlais tout à l'heure du travail gratuit et le fait que les femmes aient dû bénévolement confectionner des masques de protection pendant la crise. Et quand elles ont demandé à être rémunérées, le refus et l'étonnement de la société suite à leur demande, elles se sont réunies et elles ont créé un collectif qui s'appelle Bas les masques, une pétition, et de façon instinctive, elles ont dit
là, on en a marre de voir que finalement, ce que nous faisons est si peu valorisé. Ce genre de lutte, ce genre d'émergence, de lutte, il faut que nous, syndicats, nous ayons un apport pour les aider. Donc, on n'est pas tout à fait là sur la thématique du climat, mais par exemple, la CGT accompagne aussi la lutte des assistantes maternelles, de toutes ces organisations ou de tous ces collectifs qui se créent, féminins, mais qui manquent d'organisation de poids. Nous ne pouvons pas rester que dans la transition écologique aujourd'hui. On voit par exemple en France que le plan climat va représenter, le plan de relance que met en place le gouvernement va représenter 35 milliards d'euros pour aider l'économie en difficulté à cause de la crise pandémique. Seulement 7 milliards de cette partie-là sera réattribuée au travail qu'on va dire féminin, c'est-à-dire les métiers à prédominance féminine. Donc en fait, cette transition écologique, si elle ne doit être que pour remplacer un métier, que par exemple le métier de l'extraction de la mine ou de la sidérurgie ou des parties très polluantes, si l'idée c'est de dire on va changer une technologie pour remplacer par une autre qui sera plus propre et de attribuer la population, les effectifs qui sont autour de ce travail-là, de cette industrie sur une autre industrie, on passe à côté de l'essentiel. C'est que l'essentiel, c'est de dire que la transition écologique, il faudra peut-être intégrer tout ce qui est justement le travail du soin, le travail en général dévolu aux femmes, qui n'est pas vraiment comptabilisé dans le PIB. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être changer et de voir quel est l'intérêt de développer de nouvelles façons de quantifier le produit intérieur brut pour intégrer toute cette forme de travail qui est pour le coup très écologique et peu carboné que font beaucoup de femmes. Donc tous ces sujets-là, nous allons pouvoir les travailler ensemble, de les mettre sur la table pour être beaucoup plus précises à l'avenir. Et donc bien sûr, nous allons garder contact et je vous invite de toute façon à nous solliciter, à solliciter la CGT pour qu'on continue tout ça. Alors, je crois je vois des questions. D'abord, il y avait une question, j'ai vu au début sur la Suisse qui nous disait qu'on avait remarqué des inégalités salariales suite à la pandémie. Moi, si je reste sur les femmes, c'est ce que je vous disais au début, à partir du moment si vous cumulez la perte d'emploi sèche de femmes qui étaient déjà précaires. En France, par exemple, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, 80% des temps partiels sont tenus par des femmes. Donc, si elles cumulent très peu d'heures pour pouvoir avoir des aides sociales et pour avoir même une complémentaire santé. Donc déjà, en perdant leur travail, elles ont forcément creusé au volume global, les inégalités salariales, par exemple, entre hommes et femmes. En France, en moyenne, les femmes gagnent 26% de moins que les hommes déjà en période normale. Il y a une différence de 42% entre la retraite, la pension de retraite d'une femme et la pension d'un homme. Donc, bien évidemment, les répercussions sur les inégalités salariales, elles sont là. Mais encore une fois, il nous manque de vraies études genrées qu'on verra certainement arriver, je pense, dans les mois qui viennent sur cela. Est-ce que quelqu'un veut répondre aussi? Je vois, Béatrice, tu veux prendre la main, je te laisse la parole. Si tu peux prendre… Alors, allô? Oui, mais je crois que notre collègue du Kyrgyzstan a levé la main avant moi. Oui, je crois qu'elle voulait intervenir, n'est-ce pas? Excuse-moi, je n'avais pas vu. Oui. Vas-y. Donc, pas Béatrice, mais… Oui. Merci beaucoup, Béatrice aussi. Merci pour tout ce travail et toute cette égalité que vous m'avez passé le micro. Je voulais seulement mentionner que le forum est très intéressant, vraiment. Nous avons réuni des représentants de divers syndicats et je crois que nous devons joindre nos efforts pour lutter pour le droit des femmes. En Asie centrale,
la situation n'est guère favorable pour le mouvement syndical et les organisations syndicales. Nous avons peu d'espace pour nos activités. Il y a beaucoup de restrictions. L'espace est fort restreint. Et puis, il y a certaines tendances dans notre pays qui limitent le rôle des femmes ou le statut des femmes en tant que victimes de la violence, entre autres. C'est très limité. Ce sont des tendances négatives dans les sociétés de notre région. Nous n'avons pas vu chez nous de changement positif dans ce domaine. Il y a au contraire une aggravation de la situation. Au Kyrgyzstan, dans d'autres pays voisins, vous pouvez voir qu'il y a une très mauvaise situation en tant que décès à la naissance d'un enfant, de la mère et des enfants d'ailleurs. Il n'y a pas d'accès égal à l'éducation, peu d'accès à une alimentation décente. Vous le savez, dans notre pays, les femmes sont surtout occupées dans le secteur agricole. Toutes ces entreprises agricoles ont été fermées pendant le confinement et nous avons vu que les opportunités pour les femmes ont grandement diminué progressivement. Et nous pensons qu'il faut vraiment joindre tous nos efforts et nous espérons que vous serez solidaires avec nous. Nous demandons aux organisations internationales, aux syndicats de nous aider à faire face à cette situation. Et si l'on veut parler de la situation des femmes pendant la pandémie, eh bien, beaucoup de femmes, tout simplement, sont mortes parce qu'elles n'avaient pas d'accès aux soins. Elles ne savaient pas où demander de l'aide. C'était une situation extrêmement négative, terrible. Il y avait même des femmes qui ont été jetées en prison pendant la pandémie et elles étaient extrêmement vulnérables. Elles ont pâti de diverses maladies sans soins de santé. Il ne faut pas oublier ces femmes-là non plus. Cette population carcéraire doit également faire l'objet de l'attention des syndicats. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Merci Dolekan. Béatrice, tu voulais prendre la parole? Yes, I will try to be very brief because oui, merci. Je m'efforcerai d'être brève car Dolekan. I'd like to mention some of the comments that we've had in the chat. Well, and one of the most visible ways in which women's rights are directly affected by climate change is in the situation of en que notamos cómo el cambio climático está impactando los derechos de las mujeres. With no water supply, it is women who have to walk kilometers every day. Ce sont les femmes qui doivent se déplacer sur plusieurs kilomètres, quel que soit leur âge, quel que soit le fait que ces femmes, normalement, devraient aller à l'école. En fait, pas accès à la formation. Alors, que s'est-il passé? En fait, ce sont ces femmes donc, qui doivent se charger de l'obtention de l'eau. Et puis, vous savez que le changement climatique a abouti à des inondations ou à des sécheresses très aiguës. Et parfois, l'eau que vont chercher ces femmes n'est tout simplement plus potable. Alors, pour ceux qui, et je ne m'adresse pas aux membres de ce forum, mais qui pensent que le changement climatique n'a pas véritablement d'impact direct sur les femmes, ces personnes se trompent et se trompent de manière considérable. Alors, j'aimerais également mentionner la lutte que
mènent certaines femmes, certains groupes de femmes dans le monde entier. Ce sont des femmes qui luttent et qui ont beaucoup de mal. Elles mettent leur vie au péril. Alors, comme Egla l'a fait remarquer un peu plus tôt, elles essayent de défendre des sites écologiques au détriment de leur vie. 331 personnes engagées dans la défense des droits humains ont été tuées l'année passée et 69 de ces personnes étaient engagées dans la défense de la planète et des écosystèmes. Donc, le fait de lutter pour protéger la planète ou les droits des femmes, cela coûte des vies encore toujours aujourd'hui. Alors, outre les personnes qui, en Afrique ou en Asie centrale, sont chargées de s'occuper de l'eau, l'approvisionnement en eau, n'oublions pas les femmes qui, dans la forêt amazonienne, luttent contre des multinationales. Ces multinationales qui accaparent par la force leurs terres au nom du capitalisme et partant au nom du colonialisme. Et les 169 accords de l'OIT sont ainsi violés. Il est dit très spécifiquement que les populations indigènes doivent être consultées par voie de référendum concernant ce que l'on souhaite faire des terres dont on s'accapare. Ces accords de l'OIT sont de manière systématique violés et ce n'est pas seulement le cas dans la forêt amazonienne, mais c'est le cas également dans la totalité de l'Amérique centrale et de l'Amérique latine. Ainsi, par exemple, nous savons, il semble y avoir un problème. D'accord. Je puis continuer donc? Pas de souci, d'accord. Je disais donc que partout en Amérique centrale et en Amérique du Sud, nous assistons à des violations constantes des droits humains et des droits écologiques. Ce sont des violations qui sont perpétrées par des grandes multinationales qui n'ont que pour but d'exploiter les mines. Par exemple, au Pérou, il s'agit d'exploitation de mines de minéraux qui servent justement à la fabrication de téléphones portables. Nous voyons aussi de vastes parties de la forêt amazonienne détruites. Je pense aussi au sort des femmes kurdes qui luttent sur deux plans. D'une part, elles luttent suite à l'invasion très récente de l'armée d'Erdogan dans le Kurdistan du Sud, c'est-à-dire dans la partie du nord de l'Irak, où on voit des forêts abattues de manière systématique, tout simplement parce que ces armées ou ces représentants des armées ont besoin de disposer d'accès routier adéquat pour relier la Turquie et l'Irak, mais nous savons que ce sont des mensonges. Et au moment où je vous parle, il y a une délégation au Sud-Kurdistan, une délégation qui a pour but d'examiner ce qui se passe, de préparer un rapport concernant cette invasion du territoire, et j'étais une de ces déléguées. Mais samedi soir, tard dans la nuit, j'ai été déportée en Irak et depuis, j'ai été empêchée de participer à cela parce que les femmes kurdes, en plus d'être laissées de côté, bon, on parle ici de forêts de très grande superficie. Alors en plus, ces femmes kurdes luttent contre Daesh. Alors Daesh, bien entendu, c'est une organisation qui viole de manière systématique les droits des femmes. On impose des mariages, l'exploitation sexuelle, les kidnappings, tout cela fait partie des
activités courantes de Daesh. Enfin, je voudrais lancer un appel à la solidarité à tous les participants, de manière à ce que les vaccins et le droit d'auteur, les brevets pour les vaccins soient complètement libéralisés, de manière à ce que tout citoyen de ce monde ait accès à un vaccin contre la COVID. 70% des vaccins qui ont été prescrits à l'échelon mondial ont été réduits à ce qu'on appelle les pays du premier monde. C'est une dénomination très pompeuse, mais ces vaccins ont souvent été fabriqués en Inde et dans d'autres pays, mais les vaccins ont été accaparés par les habitants de ce premier monde. Alors, comme Nathalie l'a dit dans la messagerie, et Shidi King a également fait mention de cela, voilà la situation. Car bien entendu, le capitalisme, le patriarcat, le colonialisme ont fait que des modèles ont été mis en place et les femmes n'y ont pas leur place. Elles n'ont pas leur place, elles n'ont jamais fait partie de ces systèmes. Elles ont toujours été celles qui souffraient au premier plan. Nous devons faire preuve de résilience, d'endurance, de détermination, tout simplement parce que ces différents pouvoirs nous ont toujours imposé le silence. Et en plus, donc, chers collègues, nous devons vraiment nous rendre plus visibles. Faisons-nous entendre, même si c'est seulement au niveau du village, même si dans le village voisin, personne ne sait que nous avons ou nous acquérons droit au chapitre. Il nous faut également conclure et mettre en place des réseaux entre nous. Et ce forum est un point de départ formidable. Merci beaucoup. Merci Béatriou. Je regarde, on a bientôt fini cette table ronde. Je regarde si on a d'autres questions ou interventions. Il y en a une, quelque part Béatriou, tu as un peu répondu. Hein, la question, c'est de savoir comment prendre notre part de pouvoir dans les instances de décision, puisque ce que l'on constate, c'est qu'effectivement, il va y avoir justement la COP26 et parmi les gouvernements, parmi les gouvernants, il y a très peu de femmes. On sait que la place des femmes, plus on monte en instance de pouvoir, moins il y a de femmes. Et qu'en revanche, comme tu le disais, dans les luttes le plus proche du terrain, tu parlais de des populations autochtones qui luttent pour tout simplement maintenir leur espace vital safe, c'est-à-dire sauf, comme on dit en français ou en anglais, je ne sais pas. On sait que là, les femmes ont une place très dominante. Pareil, dans ce que nous a montré tout à l'heure Souheila, en Turquie, où j'étais très étonnée de voir que contre les industries minières ou d'extraction, eh bien les femmes sont les premières à sortir de chez elles pour aller lutter. Mais tout cela reste très au niveau du terrain et au niveau de collectifs qui ont peu de poids face aux gouvernants. Mais ce n'est pas un hasard, ce n'est pas que simplement les hommes ne veulent pas des femmes, c'est qu'effectivement, les hommes et le pouvoir économique derrière est axé sur un mode de production où il n'y a pas les femmes, puisque le travail des femmes a toujours été mis sur, effectivement, le lien, le soin, l'attention à l'environnement, choses qui ne sont pas source de profit pour le capitalisme. Donc, on ne les retrouve pas, étant donné que le pouvoir économique a une grande place à côté du pouvoir politique, je ne vous l'apprendrai pas. Donc, les hommes sont là, à ce niveau-là, sur ces métiers, sur ces secteurs économiques profitables qui profitent au capital. Les femmes sont ailleurs. Donc, notre travail existe. Il existe bien évidemment, nous on le sait, puisque la charge de travail de ce travail qui n'est pas rémunéré, on dit qu'une femme a à peu près 54 heures de travail dans la semaine, c'est-à-dire le travail rémunéré plus le travail à la maison, ça fait à peu près 54 heures minimum. Hein, donc, tout ce travail-là, tout ce travail du soin aux autres, il n'a pas de valeur. Et comme nous sommes de toute façon plutôt là-dedans, eh bien non, on n'a pas accès aux instances de pouvoir qui, elles, privilégient des gens qui travaillent dans des secteurs productifs au sens capitalistique du terme. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on parle aussi
tout à l'heure, je disais qu'il faudrait revaloriser déjà de façon de rémunérative, le travail des femmes dans le soin, le travail des infirmières et qu'elles aient à travail égal par rapport aux hommes une rémunération importante. Et on dit souvent, notamment, que le travail du soin, c'est un travail non délocalisable en fait, qu'elles sont sur place et que ça, on ne pourra pas demander, pour s'occuper des gens, on ne pourra pas l'envoyer ça en Indonésie ou ailleurs. Mais le souci n'est pas que ça, il ne s'agit pas que d'avoir du travail délocalisable ou de réindustrialiser un pays comme la France, c'est par contre de valoriser le travail qui est éco-responsable, le travail qui est décarboné en fait, et lui donner, je répète, une valeur au niveau du PIB. Tant que nous n'aurons pas fait ça, à moins de prendre le pouvoir, effectivement, pourquoi est-ce que nous ne sommes pas dans les instances de décision? Alors à moins de prendre ce pouvoir et de monter en force, tant qu'il n'y aura pas eu un changement de paradigme, les femmes resteront malheureusement sur la touche. Donc nous, notre travail, c'est de dire, voilà, revaloriser, de dire, de toute façon, vous allez être obligés de revaloriser nos tâches, puisque avec les catastrophes climatiques, ce sont bien les métiers tenus par les femmes qui seront mis en avant. Alors, nous arrivons, excusez-moi parce que je ne vous vois plus, si je vous revois, voilà, pardon. Est-ce qu'il y a quelques questions, parce que nous arrivons à la fin de cette table ronde. J'invite les participantes à surtout, parce qu'il y a certaines participantes où je pense que je n'avais pas le mail, qui sont venues par d'autres biais, et c'est super, c'est ça la solidarité et le réseau aussi des femmes, à faire connaître à nous envoyer leur mail et leurs coordonnées pour que l'on puisse, maintenant que qu'on a relancé un peu cette initiative-là, ce genre d'initiative, pour qu'on puisse continuer. Donc, je vous dis à toutes et tous, merci. Est-ce que quelqu'un voulait juste... Oui, je vois quelqu'un qui veut parler. Oui. Alors, excusez-moi, parce que Zoom est vivement qu'on puisse se voir vraiment. Hein. Emmanuel, can I add something, a few words? Yes, you can. Emmanuel, puis-je intervenir brièvement? Merci. Oui, je voudrais ajouter quelques mots et dire... 2-3 mots en ce qui concerne les violences auxquelles nous sommes confrontés pendant les efforts que nous réalisons pour aller vers le sens d'une plus grande justice écologique. Pendant la pandémie, nous savons que bon nombre d'organisations et d'industries ont été autorisées à continuer à travailler, par exemple dans la forêt, détruire, abattre les arbres, etc. Je dirais donc que nous n'avons pas été autorisés à sortir, mais la déforestation s'est poursuivie. Par exemple, en Turquie, il y avait un grand projet d'extraction d'or. Donc, cela se déroulait près d'une forêt. Les activités étaient poursuivies, mais lorsque nous voulions aller à proximité de ce site, nous avons été sanctionnés, nous avons reçu des amendes et j'ai reçu un message d'une organisation juridique qui m'a, ou plutôt en fait, j'ai été invitée à payer 1 000 € demain parce que j'avais pénétré dans la zone du forêt qui était une zone restreinte par le maire. Et donc, à moins de payer cette amende, je risque d'aller en prison. Voilà, je voulais simplement vous compléter le tableau. Merci. Ok, merci Suela, mais nous allons être vigilantes et tiens-nous au courant de l'évolution de cette affaire, parce que nous essaierons évidemment de te soutenir et nous te soutiendrons autant qu'on pourra le faire, bien sûr. Ok, une autre intervention ou quelque chose que quelqu'un voulait dire, rajouter un mot? Je ne vois rien. Ben, écoutez, je vais vous remercier. Oui, la répression en Turquie est dramatique, effectivement. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Surtout, restez vigilantes, restez combatives. Et on va essayer de toute façon de continuer, on va continuer de faire cette mobilisation, ces interactions transnationales qui sont certainement l'avenir de toutes nos luttes. Merci beaucoup. Au revoir.
Merci, au revoir, merci Laetitia. Thank you. For your wonderful moderation, Emmanuel. Indeed, and thank you for such excellent speakers. Bravo Emmanuel pour l'animation de cette session et au plaisir de rester en contact tous. Merci. Emmanuel, vous voudrez bien partager avec nous les détails, les adresses email, etc. Merci beaucoup. Yes, yes, yes. We'll do it. Thank you for the Muchas gracias. too. Buenas tardes. Goodbye. Bye.